Bienvenue au comptoir des divagations. Je m'appelle Maxime et je suis avec Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons décidé de poursuivre le format qu'on avait entamé dans l'épisode précédent, à savoir un format plutôt discussion, un peu plus expérimental que d'habitude. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des romans graphiques. Donc on va tout simplement définir ce qu'est un roman graphique, on va un peu parler de l'évolution de la bande dessinée après l'usage de ce terme et qu'est-ce que ça a changé pour nous, aussi en tant que lecteurs, de façon subjective. Et on terminera un petit peu le podcast en parlant des quelques romans graphiques qui nous ont marqués. Tout en citant peut-être quelques grands classiques vers la fin, mais on va pas forcément s'attarder longtemps, évidemment, sur ces différents œuvres, parce que c'est pas vraiment le moment. Ça va être plutôt comme une forme de liste de recommandations. Des œuvres que nous, on aime, qui nous ont marqué, qu'on a envie de recommander. Voilà, et on vous en parle après la musique. Donc, qu'est-ce qu'un roman graphique ? Eh bien, si je prends la définition de Wikipédia, on nous dit que c'est surtout une bande dessinée longue, sérieuse et ambitieuse, plutôt destinée aux adultes avec des personnages ayant une psychologie complexe. Voilà un peu la version synthèse de ce qu'est un roman graphique. Et donc toi, Jean-Baptiste, tu avais une autre définition à nous apporter ? Donc moi, selon la définition de l'éditeur d'Argo, donc attention, le principe est très clair pour eux. Un roman graphique, ce sont de fortes paginations, des formats plus réduits qu'à l'habitude, une mise en couleur assagie et des récits illustrés qui se lisent comme des grands textes de la littérature. Voilà. Vous le voyez, le principe est très clair pour un roman graphique. Il y a également sur Wikipédia, il disait qu'il y avait ça pouvait être aussi apparenté à un type de mise en page, un genre ou un format de publication. Donc on est bien d'accord que cela reste globalement très flou, plutôt vague. Donc le terme a été popularisé par un auteur de bande dessinée assez réputé qui s'appelle Will Eisner. Donc un auteur américain. Qui était notamment connu pour avoir fait la bande dessinée Spirit et tout un tas d'autres bandes dessinées plutôt de divertissement. De divertissement, tout simplement. Et il avait fait un livre qui s'appelle Un contrat avec Dieu. Et là-dedans, il y avait effectivement, ça peut ressembler à un roman illustré, dans le sens où le texte avait bien une certaine forme d'autonomie. Il y avait des pages où il y avait que du dessin, et parfois, tu avais aussi des inserts de bande dessinée. Donc une sorte de format un peu mixte, et qui rentre plutôt bien dans la catégorie, on pourrait dire, roman graphique. Donc le terme était déjà apparu dans les années 60, mais c'est vraiment avec ce livre-là et ce moment-là qu'il l'a popularisé, donc fin des années 70, il me semble. Tout à fait, et surtout comme c'est Will Eisner qui a quand même une certaine réputation, les éditeurs, les commerciaux y ont vu une opportunité de rentrer dans les librairies avec ce genre de termes. Ouais. C'est-à-dire, grâce à ça, c'est comme une sorte de passe-droit, tu vois. Soudainement, avec roman graphique, on peut enfin vendre de la bande dessinée dans les librairies, en leur disant non, mais c'est pas de la BD, hein. Attention, c'est un roman graphique. Ici, c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors, comme tu avais dit, le terme comics, parce qu'en Amérique, ils appelaient ça des comics. Comics book. Le terme, en fait, renvoie forcément à quelque chose d'un petit peu plus populaire, drôle, peut-être. Il y a une connotation, voilà, comics, ça se traduit par comique, et donc il voulait pas... Will Eisner, à ce moment-là, il voulait pas être associé à... quelque chose d'humoristique, puisque sa BD, c'était plutôt quelque chose de social. Oui, voilà, et avec un ton plutôt mélancolique, triste, et il voulait pas... surtout qu'en fait, le terme comics, c'était avant tout un terme péjoratif. Et pour illustrer un peu tout ça, je me souviens d'une interview de Philippe Drouillet, donc un auteur de bande dessinée important, qui était notamment connu pour avoir participé au magazine Métal Hurlant. Il disait qu'à son époque, quand on parlait de bande dessinée, on passait pour un débile. Donc il avait un langage un peu fleuri comme ça. C'est toujours très drôle de voir des interviews de Philippe Drouillet parce qu'il n'a aucune limite comme ça. Il disait déjà, lui, il s'habillait un peu en rose, ça était un peu marginal. Et en plus, quand il avait des bouquins, des BD sous le bras, les gens le traitaient, l'insultaient, le déconsidéraient, mais il disait que tout le monde lisait la BD. Il disait ça avec une certaine assurance. Il disait tout le monde lisait des BD, tous les adultes en lisaient. C'est un format qui plaisait, c'est un format attrayant parce que le texte, l'image est quelque chose de très qui fonctionne bien. Tu vois, il y a une efficacité.
Et souvent, les darons, tu sais, piquaient la BD du gamin, genre l'Astérix, le Tintin, le Spirou, et ça les passionnait parce que c'était des histoires qui étaient aussi conçues par des génies, en fait, de la narration. Et... Mais ils lisaient ça en cachette, quoi. Voilà, ils assumaient pas. Fallait pas l'assumer. Et j'ai l'impression que le terme roman graphique a permis de faire gagner un peu du chemin pour la bande dessinée, dans les esprits en tout cas, ne serait-ce que pour un peu mettre à l'aise les quelques adultes qui aimaient lire des romans, mais qui parfois avaient peut-être une petite envie d'acheter une bande dessinée, soudainement, voilà, plein d'assurance, disait, voilà, je veux un roman graphique, quelque chose que je puisse assumer devant mes amis. Donc voilà, je sais que les auteurs de BD, en tout cas pour certains, peut-être une majorité d'entre eux, j'en sais rien, mais ils disaient que ce terme roman graphique, ou graphic novel, comme on dit en anglais, c'est un peu prétentieux, selon eux, mais ils disent, mais au moins ça a permis d'élargir le public. Oui, c'est une histoire de marketing en fait, et puis les auteurs, ils ont besoin du marketing des éditeurs pour pouvoir vivre de la BD, donc pourquoi pas, quoi. Mais c'est vrai que moi, je l'aime pas forcément ce terme-là, parce que ça veut pas dire grand-chose. Ça montre un peu un complexe de la bande dessinée, quand même. Ça montre que elle se sent être un sous-art par rapport à la littérature, tu vois. Parce que le crime de la bande dessinée à la base, c'est de faire de la bande dessinée... pas être un livre. Non, c'est de faire de la bande dessinée pour enfants, de faire du divertissement, et ça, il y a pas pire. Alors qu'en fait, la bande dessinée, elle peut raconter plein de choses. Avant, je voulais citer par rapport à ça... un livre de Scott McCloud qui s'appelle L'Art Invisible. Donc si vous vous intéressez un peu à la bande dessinée, si vous voulez faire de la bande dessinée, ou si vous ne savez pas du tout ce que c'est, je pense que L'Art Invisible, c'est un livre, une bande dessinée théorique qui nous parle justement de ce qu'est la bande dessinée, de la richesse de cet art-là, de toutes les possibilités qu'on peut explorer, et encore, il semble dire que ça semble infini, tellement de possibilités de raconter des histoires avec l'image et le texte. Il a dit que c'est un art jeune, nouveau, qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Et donc il remonte aussi tu sais, l'histoire en essayant de regarder ce qui se passait avant. Donc il essayait de parler des Égyptiens qui communiquaient parfois avec des images, la tapisserie de Bayeux. Et voilà, il essayait de retrouver quand même ce qui pouvait s'apparenter à la bande dessinée. Il a dit que quand même c'est assez récent. On l'a rarement fait dans l'histoire de l'art. C'est pas si récurrent. D'accord. Et par rapport à ce qu'on disait sur la bande dessinée et le terme prétentieux du roman graphique, il y avait même Johan Sfar qui disait dans une interview que bon, les gars, roman graphique, on est bien d'accord que c'est des BD. On l'a surtout fait pour réussir à vous vendre ça, mais ça reste des BD. Par pitié, utilisons le terme bande dessinée au bout d'un moment, arrêtons de nous voiler la face. On dirait que c'est un plat qu'on a essayé de déguiser pour réussir à faire manger la salade à des enfants. Oui, regarde, c'est délicieux, on a mis un peu de sauce là. Oui, c'est un roman graphique. Vas-y, régale-toi. Mais, enfin, ouais, comme je disais... Fondamentalement, il n'y a rien qui tranche. Il y avait des histoires sérieuses à l'époque où on appelait ça de la bande dessinée. C'est a posteriori, après, qu'on s'est mis à dire que certaines histoires comme Little Nemo, qui était écrit au début du XXe siècle, a posteriori, on a dit c'était un roman graphique. Mais Marianne Satrapi, qui a publié Persepolis, c'était en 4 ou 5 volumes. À la fin, on a fait un intégral. Effectivement, ça peut avoir l'aspect dans cette catégorie d'un roman graphique. Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons. Ça a été aussi réalisé en plusieurs albums. À la fin, on a un intégral et qui peut ressembler également à un roman graphique. Donc, il y a tellement d'histoires. Il y a même Blast de Manuel Arsenet, une histoire racontée en 5 volumes. C'est pas forcément un one-shot. C'est vrai que dans la bande dessinée... Dans la définition de roman graphique, on a tendance à dire que c'est des one-shots. Voilà, que c'est des histoires racontées en un seul bloc, qu'il n'y a pas forcément de suite ou de plusieurs volumes, alors que c'est pas vrai. Pourquoi, en fait, les 5 volumes de Blast ne rentreraient pas dans la définition du roman graphique ? C'est une seule et même histoire, racontée sur plusieurs centaines de pages, mais quand même, il y a 5 volumes, mais ça n'empêche pas que ça puisse rentrer dedans. Et puis ça n'a pas de sens de dire ça, on pourrait très bien faire une réimpression en un seul volume, ça changerait rien du tout à l'histoire, au format... Et puis il suffit de voir Maus de Art Spiegelman, qui est considéré clairement comme un des plus grands romans graphiques. Au départ, c'est sorti sous forme de revue, et après seulement ça a été publié en une histoire, un tome. Donc, ce qui fait une très belle transition par rapport à l'histoire de la bande dessinée, parce qu'à la base,
Tout avait commencé dans les revues, la presse, ça égayait un petit peu, tu vois, le propos d'un magazine, ça apportait une petite touche d'humour. Souvent, c'était comme ça. Dans les journaux, par exemple. Voilà. Et à un moment donné, il y a même eu un magazine dédié à la bande dessinée qui s'appelait Pilote, et c'est là où sont nés les personnages d'Astérix, il y a eu Blueberry, et plein d'autres auteurs, voilà, donc je ne citerai pas forcément maintenant, mais et à la fin, on avait les recueils. C'est en France qu'est né le format un peu cartonné, un peu précieux, parce qu'on a un rapport au livre, nous, qui est un peu particulier, contrairement à l'Amérique, et on a eu cette espèce de format franco-belge de 46-48 pages. Et des auteurs plus jeunes, plus tard, dans les années 80-90, que ce soit aux États-Unis ou en France, on avait l'émergence des auteurs indépendants. On l'appelle aussi la bande dessinée alternative, qui est née dans les années 80-90. Qui est un petit peu l'héritière de la BD Underground, qui se faisait plutôt dans des fanzines à l'époque, c'est-à-dire des petits volumes faits par des gens lambda, quoi, reliés à la main, enfin quelque chose de très artisanal. Agrafé, tu as vraiment des feuilles A4 qu'on a pliées, qu'on a agrafées, c'est du fait maison, tout simplement. Ça se vendait de main à main, en très, très petit nombre d'exemplaires. Parfois, tu pouvais le donner à un libraire, à un spécialiste de bande dessinée qui pouvait garder un tas de bandes dessinées un peu spéciales. C'est-à-dire, ça permettait aussi aux lecteurs de découvrir des bandes dessinées qui exploraient des thématiques qui n'étaient pas présentes dans le commerce. Ouais, c'était expérimental, en fait, totalement expérimental, puisqu'il n'y avait pas de pression financière. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et Adrien Tomine, par exemple, un auteur de bande dessinée un petit peu plus... il commence à être un peu vieux aujourd'hui, mais il fait partie de la bande dessinée indépendante. Il avait commencé à faire du fanzine, par exemple. D'accord. Donc ensuite arrive la bande dessinée alternative, et pourquoi elle se distingue de l'underground ? C'est parce qu'elle a un petit peu plus de moyens. Voilà, c'est la petite nuance. Elle se professionnalise, en fait. Eh bien, elle a la possibilité d'éditer des albums en petit nombre d'exemplaires, donc plutôt en noir et blanc parce que c'est moins cher, mais on a déjà la possibilité de publier ces albums. Et donc, par exemple, on a cité Art Spiegelman tout à l'heure. Robert Crumb. Plus tard, on a eu Daniel Clowes, on a Charles Burns, Chris Ware, Adrien Tomine dont je viens de parler à l'instant. En France, on a eu toute l'émergence d'auteurs qui ont fait l'association. Donc dans les années 90, on en a déjà parlé un petit peu dans l'épisode sur Fab Caro. Ouais. Dans les années 90, plusieurs auteurs montent l'association, qui est la première maison d'édition indépendante en France. Et il va y avoir Lewis Trondheim, Jean-Christophe Menu, David B, Marianne Satrapi, Johan Sfar, etc. Et donc parallèlement, ces deux courants vont émerger et prendre de l'importance dans leurs pays respectifs, et inspirer en plus les maisons d'édition plus classiques. Qui se rendent compte que Persepolis, ça a bien marché, et on peut peut-être faire des albums nous aussi indépendants, et montrer qu'on a un catalogue plutôt dans lequel ils vont chercher un peu le prestige, tu vois. Ça veut dire, regardez comme c'est bien écrit, regardez comme ça a récupéré l'alphare de la bande dessinée d'Angoulême. Il y a également le fait que dans les thématiques explorées, c'est assez similaire. Dans les deux cas, dans la bande dessinée alternative française ou états-unienne, c'était plutôt des récits intimistes. Des récits autobiographiques aussi. On commence à récupérer on veut parler un peu de nos vies, on veut parler... Voilà, le melon des auteurs de BD. Ce qui a bien pris aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Instagram, c'est beaucoup dans cette veine-là. Oui, on parle beaucoup des petits riens, de notre petit quotidien. Mais on rigole, mais on adore ça, en vrai. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, tu vois. C'est un format qui est agréable. En fait, ça dépend de ce qu'on en fait et comment on raconte les choses. Et ils sont permis également de parler de thématiques, notamment en Amérique, avec Chris Ware, Charles Burns, des trucs plus sombres, déprimants, voire horrifiques pour certains. C'est pas forcément funky, tu vois, ça s'oppose un peu aux bandes dessinées de comics, aux bandes dessinées de super-héros, ou aux bandes dessinées humoristiques comme Calvin et Hobbes ou Peanuts de Schultz. Et donc ces indépendants, ils ont vraiment expérimenté, cassé le format,
tester plein de choses. En France, ils ont voulu exploser le format, tu sais, 46-48 pages. Allez, ça dégage, on va faire des trucs en plusieurs centaines de pages. Trondheim, avec le Pinot et les carottes de Patagonie, il a fait un livre de 500 pages où il expérimente totalement, il apprend à dessiner au fur et à mesure de l'album. En plus, c'est des dessins qui étaient pas du tout, auxquels le public était pas du tout habitué. Quand on voit les dessins de la bande dessinée alternative, les gens disaient, mais c'est mal dessiné. C'est comme ça qu'on les catégorisait, alors que, franchement, aujourd'hui, c'est des auteurs qui sont extrêmement doués. Ouais. Et quand bien même, c'est pas grave au pire de pas savoir dessiner parfaitement. Ce qui compte en fait, c'est ce qu'on fait c'est comment on raconte une bonne histoire. Comment on raconte l'histoire, ouais. C'est quelles émotions on arrive à faire passer. Enfin, il y a plein d'autres choses que un joli dessin que tu peux exprimer avec la bande dessinée. Le dessin, c'est pas ce qui compte en bande dessinée. L'important, c'est comment tu vas enchaîner, tu vois, avec le rythme des cases, comment tu vas raconter ton histoire, quel événement tu vas apporter. Et ça, c'est important à retenir. Il suffit de voir la BD là, qui a obtenu le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême en 2022. C'est La couleur des choses de Martin Panchaud. Ouais. Et lui, il a fait une BD où il n'y a aucun personnage, il ne dessine aucun personnage. Les personnages ne sont représentés qu'avec des ronds, des cercles. Des sortes de diagrammes, des sortes de schémas. Des schémas, ouais, c'est très, très schématique. Et c'est un héritier direct, je pense, de Chris Ware, parce que il fait beaucoup de pointillés, de schémas, comme tu disais, de descriptions, etc. Il est pas dans la représentation esthétique pure, fidèle, mais par contre, il se concentre sur la narration, sur comment raconter une bonne histoire, quoi. Donc voilà, la bande dessinée, elle a plein d'autres choses à dire que de faire un dessin parfaitement, un dessin magnifique, quoi. Pas besoin de dessiner des cathédrales pour être un auteur de bande dessinée intéressant. Et il y a également l'idée qu'après le terme roman graphique qui est utilisé, les explorations de la bande dessinée alternative, on peut dire que les formats ont complètement explosé aujourd'hui en bande dessinée. On n'a plus du tout les albums classiques d'une certaine dimension. Ouais. Maintenant, tout explose. On a des formats plus petits, plus grands qui cohabitent avec... Enfin, c'est vraiment une sorte de florilège, une sorte de jungle, tu vois, de livres... Peut-être même d'ailleurs beaucoup trop de livres qui sortent chaque année dans les librairies. Les lecteurs n'ont pas forcément le temps et l'argent pour lire tout ce contenu, parce qu'il est massif. Et c'est aussi pour ça que les éditeurs se sont emparés du terme roman graphique. Ça leur permet d'avoir une visibilité, une catégorie. Par exemple, dans notre librairie de BD, là où on habite, il y a toute une partie roman graphique. En fait, ça permet de se démarquer, d'avoir... une visibilité sur un type de BD particulier. Donc... Pour un certain type de public, voilà, qui n'ont pas encore compris qu'ils lisaient des BD. Donc voilà, ça paraît normal que le marketing s'en soit emparé. Mais voilà, tout ce qu'on voulait dire avec cette parenthèse sur les auteurs indépendants, c'est que historiquement, en fait, on peut voir une filiation du roman graphique héritière de ces artistes qui expérimentaient dans les années 90, quoi. On souhaitait conclure ce petit débat qu'on a eu autour du roman graphique en parlant de notre ressenti par rapport à tout ça, de ce qu'on en pensait, de l'évolution de la bande dessinée. Moi, par exemple, bon, le terme, je pense qu'on l'a bien compris, je l'appréciais pas tellement. Je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec les auteurs qui disent que c'est un peu prétentieux. Un peu pompeux. Et en plus, ça veut rien dire. Quand on y réfléchit bien, roman graphique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un roman illustré? C'est pourquoi ça serait forcément de la bande dessinée? C'est même pas spécifique vraiment à la bande dessinée. Mais c'est juste que par abus de langage, quand les gens disent, quand un auteur va dire je vais faire un roman graphique, on imagine une sorte de one-shot de plusieurs centaines de pages en noir et blanc. Tout de suite, on dit qu'il passe à un projet sérieux, quoi. Il arrête les conneries, les conneries, les fantaisies. Il passe vraiment à son œuvre, son grand œuvre. Et moi, par exemple, je sais que ce format de plusieurs centaines de pages, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand même en termes de lecture. C'est vrai que ça a libéré en quelque sorte la narration, l'inventivité des auteurs. Parce que moi j'ai grandi en lisant énormément de bandes dessinées entre 46 et 48 pages, que ce soit de l'humour ou des sujets, des bandes dessinées d'aventure avec une histoire qui se suit sur plusieurs bandes dessinées. Il y a ce truc aujourd'hui où rythmiquement
je connais trop bien le ronron, tu vois, du 48 pages. Je sais que là, très rapidement, au bout de 20 pages, on va commencer bientôt à amener la conclusion. Il est plus difficile de me surprendre en 48 pages, alors que quand le format est plus libre, j'ai l'impression que l'auteur peut vraiment s'arrêter sur certaines choses, créer des ellipses à certains... Il peut beaucoup plus facilement nous surprendre. Quand j'avais lu un donjon que tu m'avais prêté, une bande dessinée que j'aimais beaucoup durant mon enfance, j'avoue, j'étais frustré. J'ai l'impression que ça allait pas suffisamment loin dans certaines choses. C'est pas... on pourra pas s'arrêter... Dans donjon, ils peuvent pas s'arrêter et faire des cases contemplatives de 4 ou 5 pages. Pas autant qu'on aimerait, en tout cas. C'est vrai que les auteurs peuvent pas s'épancher autant qu'ils le voudraient dans un format de 46 pages. C'est trop standardisé, en fait, je trouve. Puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête à 48 pages. Oui. Et moi, du coup, mon avis sur ce terme, clairement, je l'aime pas, parce que je trouve qu'en fait, c'est comme si on n'assumait pas d'aimer la bande dessinée, tu vois. Et comme si on reconnaissait que c'était un art inférieur à la littérature, comme si c'était encore juste pour les enfants, la bande dessinée, alors que ça fait maintenant 30 ans, voire 40 ans qu'on a dépassé ce stade, enfin on l'a démontré. Il s'agirait pour les enfants de commencer à lire des vrais livres. Voilà. Ça m'a toujours fait penser à cette BD de Boulet, l'auteur Boulet, qui, à chaque fois qu'il allait en interview, il racontait que la présentatrice lui demandait alors c'est très bien vos BD, mais quand est-ce que vous allez écrire enfin est-ce que ça vous donne pas envie d'écrire de vrais livres maintenant? C'est fini les petits Mickey maintenant, est-ce qu'on va écrire des vrais trucs? Voilà, clairement c'est ça que ça veut dire, comme si vraiment la BD c'était un loisir, un passe-temps, quelque chose de bon, pas très sérieux, avant de passer au stade au-dessus, comme si le stade à atteindre c'était le livre, le roman, quoi. Il y a un corps. Tu vois, quand tu dessines des bandes dessinées plutôt sérieuses, ça va, mais si tu as le malheur de faire de l'humour, mais alors là, t'es totalement déconsidéré. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la liste des romans graphiques de 2022 ou 2021, je sais plus quand est sorti ce livre, mais tu sais, Moonriver de Fab Caro, ça a été dans cette catégorie-là, alors que pourtant c'est de l'humour. Ouais. Donc les choses bougent, avancent un petit peu. Les choses changent. Après, le format aussi, tu vois, est un peu particulier. Le Moonriver, il a un format est particulière. un peu classe, tu vois. Et ouais, voilà, enfin, ce qu'on dit là sur l'humour, c'est dommage en fait, c'est dommage de considérer l'humour, la légèreté, ou même les œuvres de jeunesse comme des sous-œuvres qui seraient inférieures au roman graphique, qui seraient inférieures au roman. Considérer que l'humour, ça vaut moins le coup qu'une œuvre sérieuse, bah je trouve ça affreusement triste en fait. Il y a tout un travail à faire sur la légitimité de la bande dessinée, mais je pense que ça va. Ces dernières années, ça va. Beaucoup plus de gens commencent à lire des bandes dessinées, le public varie. On en a pour tous les goûts, et ça c'est très bien. Et il y a pas qu'un seul petit public La BD c'est plus un plaisir coupable, c'est quelque chose d'aussi sérieux que le reste. On a des BD reportages, on a des bandes dessinées plus politiques, plus féministes, avec Pénélope Bagieux, on a des bandes dessinées autobio, on a des bandes dessinées sociologiques, je sais que j'avais lu ça de la part de Lisa Mandel. Donc en fait, ça devient de plus en plus varié, et même de la vulgarisation scientifique avec Marion Montaigne et tout plein d'autres auteurs que je ne connais pas forcément, mais j'imagine que ça existe aussi. Donc vraiment, le champ de l'exploration s'est vraiment étendu, et ça, c'est agréable de voir ça. Et enfin, on va plus avoir cette question, enfin je pense, de légitimité de la BD, quoi. Ça va plus être considéré comme quelque chose qui ne fait pas adulte. Voilà, en fait, c'est trop dommage. On va arrêter de se battre pour dire on est des adultes comme vous, on aime bien écrire des histoires intéressantes. Comme si ça montre vraiment que être adulte, c'est seulement du paraître. Parce que les récits peuvent être aussi émouvants en BD qu'en film, qu'en livre. C'est juste un autre média pour raconter une histoire. C'est une autre, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu le chemin que fait le jeu vidéo en ce moment, comme la bande dessinée et le jeu vidéo, ce sont des arts jeunes, ils ont encore ce besoin de reconnaissance. Voilà, donc au jeu vidéo, ça passe par le côté cinématographique, en bande dessinée, ça passe par peut-être des récits plus tristes, plus mélancoliques, plus dark. Voilà, on parle de sujets sérieux quand même, tu vois, il y a quand même cette idée-là. Ouais. Mais ça bouge, les choses changent. Et puis, ce qui est aussi très limitant avec cette définition de roman graphique, c'est qu'est-ce qu'on fait des mangas, par exemple? Est-ce que ça peut être considéré comme des romans graphiques? On aura l'occasion d'en parler avec tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de certaines œuvres? Moi, je pense en particulier à certains livres de Anouk Ricard. C'est une autrice de bande dessinée qui peut raconter des trucs un peu adultes,
Sauf qu'elle utilise des personnages qui sont très rigolos, enfin des personnages extrêmement... Avec un style qui pourrait presque s'apparenter à un truc enfantin. Ouais, c'est très naïf, et du coup, est-ce que ça peut rentrer dans le roman graphique? Est-ce que les œuvres de Trondheim, qui sont un peu jeunesse aussi, mais qui abordent quand même des sujets un peu philosophiques ou des choses comme ça, comme Ralph Azam, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Est-ce que ça peut rentrer? En plus, il y a plein de tomes. Est-ce que ça peut rentrer dans le roman graphique? Ah bah non, du coup. Voilà, c'est trop flou en fait ce terme, et peut-être temps qu'on s'en débarrasse. Tant que les adultes décideront qu'ils voudront absolument aller voir le rayon roman graphique, ça va encore être utilisé. Mais c'est pas grave, c'est comme un soutien. Faut voir ça comme une sorte de cale. Tu vois. Nous allons pouvoir passer maintenant à la liste des recommandations de romans graphiques. Moi, quand j'avais commencé à essayer d'établir la liste, il y a des noms qui me sont revenus comme ça en flashback. Et j'avais repensé à Portugal et à Equinox de Cyril Pedrosa. Donc déjà par le format, on peut dire que ça s'apparente clairement au roman graphique dans le sens où c'est un one-shot, c'est une histoire qui se raconte en un seul album. Et en plus, le format est plutôt épais. Voilà, une bonne couverture cartonnée. Il doit coûter, je sais pas, quelque chose comme 50 balles. Mais avec ça, on peut se défendre, quoi. On peut assommer quelqu'un avec. C'est un format bien dense, bien tonique. Est-ce qu'on peut caler un meuble avec? On peut certainement faire ça, effectivement. Tu me l'as vendu, alors. Donc, Portugal, ça parle de quoi? Ça parle d'un auteur de bande dessinée qui s'ennuie dans la vie, qui n'est plus tellement inspiré pour faire de nouveaux albums, son couple bat de l'aile. C'est pas du tout autobiographique. C'est fortement autobiographique, mais ça reste de la fiction, ce qui laisse un petit peu le champ libre sans doute pour Pedrosa pour parler de d'autres choses. Mais effectivement, c'est très proche de son vécu à lui. Et à un moment donné, le personnage a l'opportunité, en tout cas l'opportunité, ou plutôt l'obligation d'aller voir de la famille au Portugal. Et pour lui, c'est comme une bouffée d'air frais. Soudainement, il se rend compte qu'il est extrêmement familier avec ce pays, et en même temps, il ne l'a jamais vraiment connu. Et il est à la fois dans un mélange de quelque chose qui lui est extrêmement familier, par la langue qu'il ne connaît pas non plus, mais il y a aussi ce côté exotique. Non, il ne sait pas parler portugais. Mais du coup, c'est une sorte de familiarité nimbée d'exotisme, tu vois, il y a une espèce de paradoxe entre les deux, et qui fait qu'il a une envie folle ensuite de revenir au Portugal, et parce que ça l'inspire, les gens, l'ambiance, l'atmosphère, la ville, c'est quelque chose qui lui procure énormément de plaisir. Et moi, c'est un album qui me plaît dans le sens où il me rappelle les vacances. Tu vois, on commence avec sa vie parisienne, je pense, un peu monotone, ou en tout cas dans la grande ville, qui est un peu terne, tu vois, en termes de couleurs. Et dès qu'on commence à aller au Portugal, soudainement, Cyril Pedrosa, il sort, tu vois, des rouges vifs, des jaunes pétants, des couleurs beaucoup plus chaudes. Et moi, j'ai souvent des images d'autoroute comme ça dans Portugal, où je le vois prendre la voiture pendant des heures avec son père, où ils savent plus forcément trop quoi se dire, mais il y a quand même cette atmosphère, tu vois, de départ de vacances. À un moment donné, ils arrivent au Portugal, il commence à avoir des dîners sur le jardin avec sa famille, il pose des questions sur ses arrière-grands-parents, il y a à la fois des flashbacks de son enfance qui lui reviennent, donc il y a pas mal de lieux, d'atmosphère qui me rappellent en fait une sorte de moment de pause qu'on a dans nos vies, des moments où on se ressource, on a vraiment la sensation de profiter de ce qui nous entoure, et lui c'est ce qu'il traverse à ce moment-là, et ça finit effectivement sur une note plutôt positive où il revient, il repart en fait avec une énergie de créer et une envie de vivre finalement, et ça c'était plutôt intéressant, et c'est développé sur je crois 300-400 pages, tu vois, donc il est extrêmement doué, je trouve. Cyril Pedrosa, il a travaillé pour les studios Disney en début de carrière. Il a un dessin qui est, je trouve, extrêmement accessible. Donc si vous ne connaissez pas forcément, si vous n'appréciez pas plutôt la bande dessinée alternative pour son style, qui peut parfois rebuter, je peux comprendre. Je trouve que Cyril Pedrosa a un style qui est particulièrement attractif. Ok. Dans ce sens-là. Et rapidement, je vais simplement citer Equinox pour aller plus loin. Donc c'est un format qui est beaucoup plus expérimental, qui suit évidemment aussi tout aussi épais, tout aussi puissant, qui peut évidemment assommer des gens avec. Faut se respecter quand même. Voilà, un minimum.
Et c'est une bande dessinée, comme je disais, plus expérimentale, qui suit 3 histoires différentes, avec des transitions où il y a encore une autre histoire d'un petit garçon qui survit au paléolithique. Donc tu sais, t'as une espèce de complexité narrative comme ça à l'intérieur, en plus d'expérimenter énormément de choses en termes visuels et graphiques. Donc si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller sur internet et d'aller voir quelques pages, vous allez être très surpris par les différentes planches et les différentes natures des planches qu'on peut voir dans le livre. Donc ça, je réserve plutôt à ceux qui ont envie de sortir un peu de leur zone de confort ou qui ont envie de lire des choses différentes, qui sont plutôt habitués à lire des bandes dessinées, qui ne sont pas rebutés par des narrations complexes et étranges. C'est moins accessible à un lectorat qui est pas expert en bande dessinée, quoi. Et puis c'est plus triste, c'est plus mélancolique, et il se permet des choses beaucoup plus intéressantes en termes d'expression. Tu sais, il va exprimer une émotion à travers une sorte de scène onirique. Il se permet ça plus souvent dans Equinox. Et c'est en termes d'inventivité, je trouvais ça assez passionnant. Je garde des souvenirs de ce livre que j'ai trouvé également intéressant. Ok. Moi, je vais parler de Rusty Brown de Chris Ware que j'ai lu pour cet épisode. C'est donc Chris Ware, c'est un des auteurs dont on a parlé, un des pionniers enfin pas tout à fait pionnier, mais un des auteurs indépendants américains des années 90. Donc Rusty Brown, ça nous raconte une journée dans la vie d'un enfant, donc Rusty, qui se fait harceler à l'école. Donc sa vie, elle est pas très marrante. Contexte pas forcément très joyeux. Voilà. Mais on a oublié de préciser quand même, le format est assez épais. Hein. Ah, bien sûr, c'est un livre énorme. Avec une... Très très costaud, avec une couverture réversible, attention. On peut avoir 4 couvertures différentes. Chris Ware est un maniaque du format, enfin il aime beaucoup expérimenter au niveau de tout ce qui touche le graphisme, le papier. Voilà, les petits détails, il décrit des toutes petites lignes sur la couverture que tu dois presque lire avec une loupe, quoi. Donc tu as cette couverture réversible, tu peux avoir 4 couvertures différentes, il t'explique avec un petit schéma comment tu peux la retourner sans l'abîmer, etc. Bref, il nous raconte donc l'histoire de Rusty, donc pendant une journée. Ensuite, il va nous raconter l'histoire de son père un petit peu, qui le père de Rusty. Le père de Rusty, pardon. Parce qu'en fait, il apparaît en tant que personnage aussi, Chris Ware, dans son propre récit. Exact, il se ridiculise d'ailleurs un petit peu lui-même. Et donc son père, pendant un moment, il voulait être auteur de romans de science-fiction. Donc on va d'abord suivre cette histoire illustrée, donc on sait pas vraiment où on est, et en fait, on comprend a posteriori après que c'était le récit qu'avait écrit son père quand il était plus jeune. Ouais. Et son père qui, du coup, a pas du tout réussi sa carrière d'écrivain et qui, du coup, est profondément déprimé. Ensuite, on va passer à l'histoire de la maîtresse d'école de Rusty, etc. On va suivre plusieurs tranches de vie comme ça. Une sorte de réaction en chaîne de personnages différents, ça, mais reliés quand même à Rusty, voilà, d'une certaine façon. Qui gravitent autour de Rusty. Et donc, c'est quelque chose, c'est un livre qui est assez déprimant et pas forcément... Ce qui est globalement la proposition narrative de Chris Ware dans son ensemble. C'est ça qui te freine un petit peu, toi, par rapport à Chris Ware. Bah, je trouve ça très inventif. Tu auras l'occasion d'ailleurs de nous décrire un peu tes sensations en lisant Rusty Brown. Mais effectivement, les histoires qu'il raconte parfois sont terriblement dures à lire. Parce que les personnages vivent des choses qui sont vraiment compliquées en termes relationnels notamment. Souvent, c'est des personnages qui se font harceler, qui se font maltraiter, que ce soit physiquement ou parfois juste on dit des choses dans leur dos. On a l'impression qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'espoir ou pas beaucoup de plaisir en tout cas dans la vie. Alors qu'il y a une sorte de paradoxe, parce que moi quand je vois les dessins de Chris Ware, je trouve ça magnifique, mise en page absolument incroyable, bourré d'inventivité. C'est ça qui fait le charme de ses œuvres en fait, c'est que graphiquement c'est exceptionnel. Tout ça fait à la main, il faut voir les dessins, allez voir d'ailleurs, hop là, si vous avez internet actuellement, allez voir rapidement les dessins de Chris Ware. On pourrait croire que c'est fait à l'ordinateur parce que c'est extrêmement géométrique en fait, mais non, apparemment c'est fait à la main, à la règle évidemment, avec des outils, mais bon. Avec une maniaquerie incroyable, niveau des couleurs, c'est très très joli. Et ce qui m'a soufflé, moi, c'est cette mise en scène, en fait, presque cinématographique, avec laquelle il découpe l'image. Par exemple, il joue avec les zooms et les dézooms. Par exemple, on va reculer sur un plan, avoir la neige qui se met à passer devant notre champ de vision, ou alors il va y avoir comme des transitions cinématographiques avec des formes... une forme de table en forme de E, oui. Et qui disparaît en transparence pour laisser la place au E qui est sur le costume imaginaire de Rusty. C'est comme ça qu'il fait des petites transitions en s'inspirant de choses cinématographiques.
ou alors des plans très... voilà, je parle de plans comme si j'étais au cinéma, presque naturalistes, où il filme un oiseau, on le voit dans ses postures, il va se gratter l'aile, ensuite il va tourner sur lui-même, regarder à droite à gauche, se gratter à nouveau l'aile, enfin, comme si on observait un oiseau, et c'est fantastique qu'il arrive à reproduire ça. Quand tu m'avais montré la page, en fait, il y a une espèce de vue d'ensemble, on voit les pâtés de maison, et au départ, le petit oiseau rouge, tu ne le vois pas, et c'est parce qu'il permet, il intercale des cases entre des sortes de vues d'ensemble, avec des petits zooms sur l'oiseau rouge, que tu remarques, en fait, dans ce paysage, effectivement, il y avait un petit oiseau qui était en train de se pomponner. Et on s'attarde un petit peu sur cet oiseau, et on s'en fiche, dans l'histoire, dans le récit, ça n'apporte rien, mais en fait, pour moi, c'est ça qui fait la force de certains récits, c'est de s'attarder sur des petites choses comme ça, de laisser des moments de respiration, de laisser un petit peu de quotidien rentrer dans le récit, en fait. Chris Ware disait toujours qu'il aimait bien, il essayait de représenter le plus précisément possible les détails de la réalité. Il dit que dans le réel, il y a énormément de détails, il aimerait en partager le plus possible. Y rendre honneur peut-être aussi, tout ce qui est pas forcément raconté d'habitude. C'est quelqu'un qui joue beaucoup aussi avec l'espace, très géométrique, tu sais, des fois il va faire des décors très plats, puis soudainement il va passer dans une perspective isométrique, puis soudainement il va revenir dans un format de visuel plus classique, donc c'est quelqu'un qui tente beaucoup de choses très différentes, c'est passionnant ce qu'il fait, il y a très peu de gens qui expérimentent comme le fait Chris Ware. Il a même fait une bande dessinée où il explose complètement le cadre, c'est une sorte de boîte, on dirait une boîte de jeu, hein. C'est simple quand on le voit, qui est énorme, vraiment très très grande, quand tu l'ouvres, c'est comme un paquet cadeau, tu vois, il y a quelque chose de passionnant parce que soudainement t'as plein de petits formats d'édition qui racontent une même histoire, des histoires évidemment toujours déprimantes, bien sûr, mais il y a un côté ludique où t'as l'impression de découvrir t'as plein de cadeaux, tu sais, t'as plein de petits imprimés, des trucs qui ressemblent à des fanzines. À un moment, tu as même la possibilité de faire une maquette d'un bâtiment où le personnage vit avec les toilettes, ce qu'il mange, le petit pain grillé. Donc c'est quelqu'un qui est fou d'objets imprimés. Ça veut dire il aime bien faire des jouets en papier et il aime bien faire des patrons pour que les gens puissent s'amuser avec. Et donc, alors, roman graphique, BD, maquette... Là, c'est une explosion de code. Là, tu ne sais plus quoi dire. Tu es soufflé par le génie. Donc, je crois que ça coûte extrêmement cher, ce format-là. Mais moi, je trouve ça passionnant. Tu vois, l'idée même qu'il fasse ça, malgré le fait que je ne puisse pas tout lire, qu'à chaque fois que je commence, je suis au 36e dessous. C'est génial qu'il explore autant le format, le média. Ouais, c'est un gars qui est très, très respecté. Je vais me permettre d'enchaîner avec un roman graphique de Haute Picot qui s'appelle Transat, et vous allez voir, le pitch s'apparente vraiment à l'histoire qu'il y a dans Portugal, donc, sauf que si c'est vraiment de l'autobiographie. Haute Picot travaille à Paris, elle s'ennuie dans son métier, et elle décide de partir sur un bateau voir l'océan. Voilà, globalement... C'est pas au Portugal, mais sinon, voilà. J'aurais cru que tu te serais trompé de résumé. Et ce que j'ai adoré, moi, en relisant ce livre que j'avais découvert il y a 1 ou 2 ans, c'est vraiment le dessin de Haute Picot et sa façon de raconter. Elle a à la fois un dessin qui peut être extrêmement simple et en même temps très expressif, très fluide. Elle a une élégance dans sa façon de gérer le trait qu'elle fait tu sais, à la plume. Elle travaille à la plume et à l'encre de Chine, et je trouve ça absolument incroyable. J'ai vraiment été époustouflé par son niveau, sa virtuosité dans sa façon de représenter des choses très complexes, mais en les rendant très accessibles. Si vous voyez un peu comment est le dessin de Sampé, vous voyez le dessinateur du Petit Nicolas, ou également on peut citer Steinberg, voilà, un dessinateur américain, et elle a cette façon de représenter les choses avec peu de traits. Elle a une façon une sorte d'esprit de synthèse, mais qui est extrêmement agréable à regarder. Elle joue très très bien avec les différents niveaux de noir et de blanc. C'est vraiment, le dessin est extrêmement lisible. C'est vrai qu'il y a presque un côté minimaliste, et on pourrait presque se dire, bah moi aussi je pourrais le faire, voilà. C'est tellement simple. T'as la sensation qu'il y a une accessibilité, et en même temps c'est un travail de fou qu'elle fait, parce que c'est pas évident le réel est extrêmement complexe, et d'essayer de rendre ça synthétique, c'est compliqué. Et moi je me souviens également de pages absolument époustouflantes, où à un moment donné elle part sur le bateau, et là on a des images, des dessins absolument incroyables de vagues,
Vraiment, je m'attarde là-dessus parce que représenter le mouvement des vagues avec du dessin, une image fixe, c'est quand même assez incroyable. Donner la sensation qu'une vague bouge vers soi, qu'on a la sensation que tout ça miroite, tu vois, il y a une sorte de mouvement, donner la sensation du mouvement des vagues, je sais pas comment expliquer ça. Si vous avez, encore une fois, Internet sous la main, allez voir quelques pages sur son site internet, hautepicot.com, et dans bande dessinée, vous allez voir Transat. Et vous allez voir ce dont je parle, c'est assez époustouflant. Des fois, on a des scènes de nocturnes, on dirait vraiment des gravures sur bois qui peut nous rappeler le travail de Gustave Doré ou de Rembrandt. Et moi, j'ai vraiment été soufflé par les nuits étoilées. Tu vois, toi, t'as dit que ça t'avait même rappelé un peu Van Gogh. Ouais, avec justement la nuit étoilée. Et je trouve ça assez impressionnant dans ce livre que le point culminant ce soit justement un moment où elle ne se montre plus, où elle ne dit plus rien, c'est juste des pages où on voit juste la mer, donc, comme tu l'as dit, et si bien décrit. Et c'est l'apogée de ce bouquin. Oui, de son album. C'est assez fou quand même. C'est au moins 5 ou 6 pages de pure illustration, et c'est vraiment... Comme si on était arrivé au sommet du récit, et que là, ça se posait et on était là pour contempler quoi, avec elle. Et on traverse ça aussi avec elle, cette expérience, et on redescend en même temps, on se dit, bah oui, c'est normal, elle repart avec une expérience incroyable dans le ventre, dans le corps. Et moi, en fait, quand je partais en voyage, parfois, tu sais, près de l'océan, à la plage, et moi, je me souvenais de certaines pages de Haut-de-Picot. Ça m'accompagnait, en fait, dans mon voyage, et j'aimais bien me rappeler de ces moments-là. Et maintenant, quand je lis du Haut-de-Picot, je me souviens de certains voyages que j'ai fait, une espèce de, tu vois, une association. de boucle vertueuse, tu sais, de cercle vertueux par rapport à ça. Et donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de redécouvrir son travail. Je trouve que c'est une très très grande dessinatrice. En plus, ça se lit extrêmement bien. Donc c'est pas un bouquin qui est aussi marquant que ceux dont on a pu parler. Je sais pas si ça serait un classique, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je considère que on va pas toujours parler de sujets importants ou graves. Le sujet est plutôt léger. Et on repart quand même avec une sensation d'optimisme. Ça veut dire, elle repart avec de la niaque, tu vois, de l'envie de alors qu'elle stagnait dans la vie, là, elle a envie de poursuivre, de continuer sur une belle voie. Donc c'est assez bien écrit, les personnages sont attachants, elle met bien en scène les dialogues, donc vous allez voir, elle est très forte là-dessus aussi, elle raconte bien les histoires. Ok. On enchaîne avec Taniguchi, donc un auteur japonais. Donc là, comme on le disait, est-ce que le manga, ça peut rentrer dans le roman graphique? On sait pas, en tout cas, nous, on avait envie de parler de cet auteur. C'est pas un auteur comme on peut... le penser au premier abord de manga sérialisé, avec des petits volumes, etc. C'est pas qu'on peut penser à Dragon Ball, tu sais... à Naruto, à One Piece. Voilà, là, on est plus sur du gros tome, presque, enfin, on dirait presque un livre, c'est du one presque shot. Un roman. Souvent, c'est une seule et même histoire. En tout cas, c'est la façon dont ça a été édité en France. Et donc souvent, dans les récits que j'ai lus, en tout cas de lui, il va s'attarder sur des histoires un peu intimistes. En fait, il va parler de relations humaines, souvent. Et moi, c'est ça que j'adore dans son travail, c'est quand il parle de personnages dans des situations assez banales. Souvent, il y a des histoires de deuil qui permettent aux gens de se réconcilier ou d'en apprendre plus sur des membres de leur famille. Il y a toujours quelque chose de très universel dans ce qu'il raconte. Et la manière dont il retranscrit les émotions des personnages, dont il retranscrit les blancs qu'il peut y avoir dans la vie, les moments où on communique pas, juste on regarde, enfin, deux personnages qui regardent dans la même direction, qui regardent un paysage. Et ça, il peut se le permettre parce que le format le permet de développer ces moments de silence. Et donc il dessine magnifiquement des petits villages de pêcheurs japonais ou la campagne. Il a un style graphique très réaliste, vraiment très brut, tu vois. Peu de fantaisie, mais vraiment c'est bande dessinée plutôt adulte, je sais pas comment dire, dans une forme de sobriété. Ouais, c'est sérieux, ça parle de choses qui vont plus nous parler si on a un petit peu de vécu déjà, si on a connu un petit peu le deuil, ou si on a un petit peu conscience des relations humaines. Oui, il y avait cette histoire dans Quartier Lointain, où il y avait un petit peu de fantastique, tu vois, oulala, il s'est permis soudainement un écart dans ce qu'il fait d'habitude.
C'est un employé d'entreprise qui repasse par un... Il retourne dans sa ville natale, voilà, parce qu'il s'est trompé de train. Et un phénomène étrange fait qu'il redevient un enfant, mais il a encore conscience qu'il est adulte. Voilà. Et ça va lui permettre de comprendre pourquoi son père a disparu pendant son enfance. Voilà, il va revivre une année, enfin un petit peu moins d'une année de sa vie, pendant ses 14 ans, l'année où son père est parti, et donc il va essayer de comprendre pourquoi, et peut-être de l'empêcher de partir. Une sorte de livre enquête un peu comme ça, un peu surprenant. Mais c'est vrai que souvent ces histoires elles sont assez sobres. C'est ancré dans un réel très... C'est typiquement ce que je fuyais quand j'étais plus jeune, et qu'aujourd'hui je vais par contre rechercher, parce que je trouve ça hyper émouvant, et il fait vraiment de la place aux sentiments, et, on a vraiment de la place pour respirer, on a vraiment des super beaux paysages qui évoquent plein de choses pour moi, la campagne japonaise, etc. Des petits temples dans les montagnes, enfin plein de trucs très bucoliques. Et donc par exemple on va citer Quartier lointain comme tu l'as fait, le journal de mon père que j'ai adoré, où c'est un homme qui ne parlait plus à son père depuis une quinzaine d'années, et il va retourner dans sa ville natale, encore une fois, pour aller assister à la cérémonie funéraire parce que son père est décédé. Ouais. Et donc il va apprendre le récit, enfin la vie de son père par le récit des autres personnes qui sont présentes. Et il va se rendre compte qu'en fait il le connaissait pas du tout, son père, qu'il n'avait aucune idée de qui il était vraiment, que peut-être ce pourquoi il ne lui parlait plus, c'était peut-être juste un malentendu, et que en fait il a peut-être fait une erreur dans sa vie, et ça va lui permettre de faire son deuil. Et on va voir au fur et à mesure donc la vie de son père, et lui qui intègre tout ça, qui se rend compte à quel point il ne connaissait pas son père, et sa carapace qui va se fissurer, et à la fin du livre, je vous spoil mais c'est pas grave, à la fin du livre, il finit par pleurer, c'est ça les dernières pages du bouquin, et c'est vraiment très très émouvant. Il s'est rendu compte qu'il est passé à côté d'une relation importante. Complètement. On pourrait encore citer de lui L'Homme qui marche, qui a énormément inspiré Manu Larsonnet, un auteur de bande dessinée français, qui a fait Blast, un roman graphique pour lequel il est très connu. Et il disait que ce qui était fou dans L'Homme qui marche, c'est quasiment pas de dialogue, c'est que quasiment de la contemplation. Et il a dit que Taniguchi se permettait parfois juste de mettre une case où il y a juste du vent, et juste le bruit du vent sur une case quasiment blanche. Il a dit mais c'est fou, mais on s'est jamais permis ça en Europe ou en Amérique. De raconter de cette façon-là, et il s'est permis de le faire en tout cas dans Blast, des moments de transition qui sont plutôt ambiants. Ouais, ça l'a inspiré. Ce qu'il faut dire avec Taniguchi, c'est que c'est un auteur qui est plus reconnu en France que dans son pays d'origine. Il doit passer pour un ringard. Sans doute, ouais. En France, où on a cette culture un petit peu du récit d'auteur, là, ça a trouvé son public. Ah oui, très très respecté. Et il a fait plein de livres. Moi, j'ai lu qu'une fraction de ce qu'il a fait, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, ça me parle beaucoup. On peut aussi citer Le Sommet des Dieux, qui a été adapté en film d'animation en France, qui était plutôt bien, il y a 2-3 ans, et c'était très très bien, ouais. Ça, là, c'est sorti en 5 ou 6 tomes, c'est un très très gros récit. Ouais. Et on a également souhaité vous partager la bande dessinée Carnet de santé foireuse de Posela, qu'on a cette fois-ci lu tous les deux. Et ça parle d'un auteur de BD, voilà, ça reste autobiographique, à qui on a diagnostiqué la maladie de Crohn, donc une maladie de l'appareil digestif, c'est ça ? Maladie intestinale, oui. Maladie intestinale, mais qui a été vraiment diagnostiquée sur le tard, c'est-à-dire pendant toute son enfance, il avait vraiment un problème lorsqu'il allait aux toilettes, ça se passait très très mal, sans décrire des détails sordides, mais il y avait du sang là où il n'est pas censé rien avoir. Et on lui a toujours dit mais c'est dans votre tête tout ça, les médecins généralistes qui le voyaient lui disaient que tout ça c'était pas grave, il fallait pas penser à la maladie de Crohn tout de suite, et au final il s'est avéré que c'était le cas et que ça avait plutôt empiré. La façon dont il décrit la douleur à travers le dessin est absolument incroyable. Et on va suivre son histoire du coup de son diagnostic à son hospitalisation, ses différentes opérations, et après les soins de suite, enfin le post-opératoire, et jusqu'à quand se terminent en fait ses prises de notes, parce que tout ça c'était des croquis qu'il faisait au fur et à mesure de sa maladie, de son hospitalisation, et à la fin quand l'histoire se termine, il y a quand même une sorte de note positive, ça va mieux dans sa vie, oui. Mais il est passé par plein d'étapes, on va voir ses moments de doute, ses moments de douleur, ses moments d'opération, on va vraiment retracer son parcours, et c'est moi ce que j'ai préféré dans Carnet de santé foireuse, c'est quand on voit, quand il arrive à exprimer la douleur
la douleur qu'il ressent dans son corps, dans sa chair. Il se représente comme s'il n'était plus qu'un intestin, en fait, qu'on voit planté de morceaux de verre, enfin, ça le travaille, ça le torture, il arrive vraiment à retranscrire ça. Il y a une diversité de la représentation de la douleur, tu vois, dans toute une variation. Il parlait aussi de cycle dans la douleur, pour ceux qui ont un peu souffert de maux de ventre, de maux de tête, ou de douleurs partout un peu dans le corps. Il y a une sorte de cycle, il parlait d'une sorte de cycle, c'est la douleur devient de plus en plus aiguë, puis elle se restabilise, puis elle revient de plus en plus forte, et il s'habitue en fait à rentrer dans cette espèce d'horloge, horloge de la souffrance, tu sais, qui ne s'arrête pas. Et c'est vrai qu'on est pris dans ce récit, parce qu'il raconte extrêmement bien. C'est quelqu'un qui est, comme on a pu le dire un peu souvent dans ce podcast, mais il est très doué, en noir et blanc, et un peu comme Aude Picot, tu vois, dans sa façon de représenter parfois les choses de façon très minimaliste, mais en même temps il apporte quelque chose de plus nerveux, parce que si il traverse quelque chose de difficile, il y a beaucoup de hachures, de traits saccadés, il est un peu plus nerveux dans sa façon d'approcher le dessin. Au niveau du format, il expérimente aussi. Il y a des pages où il ne représente qu'une seule chose, c'est-à-dire lui en train de souffrir. Il y a des pages où il y a de la couleur. Il éclate un petit peu globalement la noir et narration. blanc, avec parfois quelques touches de couleur. Mais c'est assez passionnant. Un bon livre qui se termine bien, quand même, sur une note assez positive, mais ça passe par des moments difficiles, et ça parle un peu aussi du milieu hospitalier, des difficultés que les patients peuvent rencontrer, des trucs graves qui se sont passés. Il n'est pas passé loin d'une situation très compliquée. Moi, j'ai trouvé que c'était un bouquin génial, qui peut parler à tout le monde cette fois, vraiment n'importe qui a déjà eu un petit peu qui a déjà souffert un petit peu, ou qui a déjà eu quelqu'un dans sa famille d'hospitalisé, ça parle immédiatement en fait. Et en plus, le format est assez épais, hein. On peut revenir sur le format, on n'en a pas parlé, mais la couverture est épaisse. Beaucoup de pages, beaucoup de lectures, hein, pour ceux qui aiment bien lire des vrais livres. Pour le coup, vous avez, on a de quoi faire. Mais ça se lit très bien, franchement. Ouais. Donc voilà, pour nos recommandations personnelles, on va citer juste très vite fait, quelques classiques qui reviennent systématiquement quand on parle sans rentrer dans les détails. Pour ceux qui s'intéressent effectivement au roman graphique, il y a les fameux grands classiques, les grands noms. Plusieurs fois on a cité donc Maus de Art Spiegelman, qui revient. Toi tu parlais de Watchmen. Alan Moore, avec Alan Moore qui est le scénariste, et Dave Gibbons qui est le dessinateur. On a From Hell aussi d'Alan Moore, et cette fois-ci d'Eddie Campbell au dessin. Donc généralement, quand vous entendez le nom Alan Moore, c'est que vous avez peut-être entendu aussi parler de V pour Vendetta. Il y a eu des adaptations cinématographiques, mais qui ne rendent pas toujours hommage au travail d'Alan Moore. Je trouve qu'il est plus intéressant de lire ses bandes dessinées que de les voir au cinéma, mais ça peut être une entrée possible vers ces œuvres-là. Donc c'est souvent très dense, il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est souvent passionnant, parce que le mec est vraiment très intelligent, et il nous fait comprendre plein de choses sur la nature humaine, sur la société. On en ressort quand même à chaque fois grandi de quelque chose. C'est vraiment pas anodin. Je trouve que Alan Moore est un auteur important, et c'est pas pour rien. Il mérite sa place parmi les BD les plus importantes du 21e ou du 20e siècle. Ok. Persepolis de Marianne Satrapi. Tout à fait. Et puis Riyad Sattouf aussi, qui est un auteur extrêmement important maintenant en France, avec notamment, moi j'ai lu Retour au collège, qui est très très bien vraiment, et L'Arabe du futur, qui est une des BD les plus vendues en France, qui a énormément de succès. Je connais juste le tome 1, mais oui, c'est très bien, et surtout c'est très lisible pour un néophyte, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la BD. C'est très très facile d'accès. Pour le coup, c'est un succès populaire assez important. Ouais, carrément. On a parlé de Fab Caro aussi, mais bon. Oui, est-ce qu'on peut le classer dans le roman graphique? Moonriver a été classé par un site dans roman graphique. Hein. Si un site l'a classé. Mais alors. la forme est, tu vois, plutôt classe, du coup les gens se sont dit pourquoi pas. Et maintenant ça commence à bouger, hein. L'humour maintenant peut être considéré comme un roman graphique, ça bouge. Les choses bougent, Jean-Baptiste, il faut que tu te mettes à la page un peu. Les choses changent. On peut citer également Manu Larsenet, dont tu as parlé tout à l'heure, pour Blast. Il a fait également le rapport de Brodeck, il a fait la thérapie de groupe. Donc des livres pour adultes qui sont assez importants, à la fois humoristiques mais aussi particulièrement noirs. Donc Blast, si vous n'êtes pas forcément, si vous avez si ça va pas trop dans votre vie, c'est peut-être pas le moment d'aller lire ce livre. C'est particulièrement noir, c'est passionnant, mais ça peut être compliqué. Voilà, c'est tout pour nous. On termine en disant simplement que vous pouvez évidemment nous écouter sur YouTube, sur Spotify, et nous avons également un compte Instagram
sur lequel vous pouvez éventuellement nous donner votre avis. Sur YouTube aussi, c'est possible dans la section commentaires. Ouais. Tapez juste le comptoir des divagations, vous nous trouvez partout. Voilà, c'est un nouveau format qu'on expérimente en ce moment, donc si vous avez des critiques constructives à nous partager, n'hésitez pas. Voilà, ça nous ferait plaisir et ça nous permettrait de progresser tout simplement. Donc merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Bye bye.